President Tshisekedi, your country is has the largest supply of cobalt in the world. You have, on the theme of geopolitical tensions, both the U.S. and China eager to be part of that marketplace. How are you balancing that particular geopolitical tension? Merci d'abord pour l'invitation. Je crois que par rapport à toutes ces tensions, il n'y a qu'une seule réponse, c'est d'essayer de rester au milieu du village et d'être le partenaire, de développer des partenariats avec tous ceux qui viennent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le grand défi que nous avons en République démocratique du Congo actuellement, malheureusement, il est sécuritaire. Nous devons arriver à rassurer les éventuels investisseurs du fait que leurs investissements seront sécurisés s'ils arrivent à le faire. Et donc, la difficulté en ce moment, tout le monde la connaît, c'est cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda, un pays voisin qui exploite nos minerais de manière illicite grâce justement à l'instabilité qu'il crée dans la région de l'Est du pays. Et c'est ça en fait le plus grand défi. L'attrait est là. Nous sommes en ce moment en train de beaucoup travailler sur la législation. J'ai pris à mon cabinet l'initiative de créer une cellule climat des affaires qui est en contact avec tous les investisseurs pour voir et accompagner leur cheminement à travers les partenariats que nous faisons. Mais évidemment, comme je l'ai dit, le grand défi reste sécuritaire. Mr. President, over the last 20 years, Africa has received only 2% of global renewable energy investments, with a handful of countries receiving the bulk of it. What needs to be done to support development of clean energy resources in Africa and the DRC at speed and responsibly? Très bien. D'abord, je pense que nous devrions améliorer notre cadre institutionnel, notre bonne gouvernance et rassurer de plus en plus le partenaire. Ensuite, nous avons une politique qui définit, ça c'est déjà fait, l'exploration et l'exploitation. Donc c'est très important pour nous parce que, évidemment, ça permet aux partenaires de connaître toutes les étapes pour arriver justement à la production. À côté de cela, il y a toute l'exigence environnementale, on en a parlé ici. Il faut se conformer aux règles pour que l'impact environnemental ne soit pas négatif lorsque la production va se faire. Dans nos pays, il y a encore, à cause de la pauvreté, malheureusement, certains dérapages, certains modes de vie qui fait qu'on retrouve des enfants, des femmes enceintes dans ces activités-là. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour extirper tout ce monde de ces activités et de les mettre ailleurs. Et il y a une exigence aussi que nous mettons dans le partenariat, c'est à demander aux partenaires d'avoir une considération pour les retombées sociales de ces activités. Donc j'entends par là, à côté de ces activités, il a l'obligation de construire des écoles, des hôpitaux et bien des choses qui concourent à l'amélioration du quotidien de la vie des communautés dans lesquelles les activités se font. Donc nous pensons que par ce genre de présentation, nous allons davantage rassurer le partenaire et en échange, grâce à ces activités, nous allons aussi créer de la richesse
et pouvoir améliorer le pouvoir d'achat, le quotidien, les conditions de vie de nos populations. Just as a follow-up, also the human rights conditions at some of the mining centers have, of course, been a concern. Do you see action in that area? How are you thinking about it, both internal policy, but also what you expect of your partners? Bien, nous attendons évidemment un accompagnement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a de sérieux problèmes de pauvreté. Pour cela, donc, les familles sont obligées de faire travailler des femmes, des enfants, et nous attendons évidemment de ces partenariats que nous créions, que ça nous apporte des solutions pour créer des activités qui pourront permettre de sortir justement cette catégorie de la population de ces activités-là. Et les organisations des droits humains travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour nous donner les informations nécessaires qui peuvent nous orienter dans la prise des décisions. Suivez maintenant avec attention la question d'une journaliste rwandaise adressée au président Félix Tshisekedi. Maybe we get one or two questions from the audience. If you'd stand, please, in the back. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations,
Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda.